ben, je vous propose de démarrer sans plus tarder. Donc, je me présente. Moi, je suis Landy Laure de France Active Lorraine et j'ai la chance d'animer cette session, cet atelier, sur le thème de l'accès à une alimentation durable. Donc, c'est un thème qui est important parce qu'il va répondre à différents enjeux, hein, des enjeux de santé, transition éco ou encore de développement économique. Donc, pour illustrer tout ça, nous avons la chance d'accueillir deux coordinateurs de deux projets différents. Donc, comme le disait Frédéric, on voyage hein, aujourd'hui. Donc, on a Hervé qui est là. Donc, Hervé, si vous voulez bien vous manifester, enfin, de toute façon, on verra bien qui vous êtes quand vous prendrez la parole. Et nous avons également Olivier qui va parler également de sa structure. Donc Hervé, c'est le coordinateur des Sens du Goût, l'un des projets qu'on va avoir. Donc situé en Hauts-de-France. Et Olivier, c'est le coordinateur de l'étable nantaise dans les Pays de la Loire. Mon rôle, moi, c'est le rôle pas sympa, c'est d'être la maîtresse du temps. Donc, comment ça se déroule dans cet atelier de 45 minutes? Donc, en plus, on sait vraiment 45 minutes, hein, c'est-à-dire que quand c'est passé, vous avez compris, on est éjecté de la salle pour être en plein air et ce sera la pause. Je vous rappellerai tout ça. Donc, on va écouter nos témoignages pendant 10 minutes chacun. Donc, et là, on les interrompt pas. Ils déroulent leur discours. Donc, on va commencer par Hervé, et puis ensuite, ce sera Olivier, si ça vous va, Hervé et Olivier dans cet ordre-là. Je partagerai, hein, ils Ouais, ont c'est parfait. présentation, donc je partagerai leur présentation. On les écoute et à l'issue des présentations, on aura un temps pour qu'on puisse poser les questions. Donc, si vous avez des questions, gardez-les en tête ou vous pouvez les mettre dans le chat, les partager dans le chat. Et quand on aura fini d'écouter les deux témoignages, on reprendra les questions. On est quand même un groupe relativement petit. Ça peut être aussi en échange, chacun prend la parole en levant le doigt là. Il y a un petit bouton normalement qui est prévu pour ça. Est-ce que c'est OK pour tout le monde dans le déroulé, l'organisation? Oui, Ok. Eh ben, écoutez, je vais partager sans plus tarder. Donc, on a dit qu'on commençait par Hervé. Donc, je vais donc des sens du goût. Donc, je vais juste partager hop, la présentation d'Hervé. Faut pas que je me trompe. Hop, juste que je mette le diaporama. Et Le ça, c'est diaporama. la fin. Ouais, tout à fait. À partir du début, est-ce que c'est tout bon? Alors, attendez, Parfait, moi je je le vois. regarde mon petit chrono pour faire mon rôle de la pas sympa qui vous coupera. Fini. Allez, Hervé, on vous écoute. Hervé, dites-moi quand je dois passer mes diapos si je réagis pas. Ouais, parfait. Bah, bonjour, je m'appelle Hervé Hazard. Je suis coordinateur dans une association qui s'appelle l'Essence du Goût, qui est une association d'éducation au goût. On est situé dans les Hauts-de-France, dans le département du Nord. On a nos bureaux au Quesnoy, dans l'Avesnois, qui est au sud du département. Et on existe depuis 1998. Alors, je sais pas, peut-être je me souviens plus du tout de ce qu'il y a dans les diapos, donc tu peux avancer. Ben voilà, ça c'est l'équipe, une partie de l'équipe parce qu'on a encore évolué un petit peu, mais l'idée c'est du coup d'accompagner les mangeurs et les territoires autour de sujet qui est euh, l'alimentation, et notamment ce que nous on appelle l'alimentation savourable. C'est un néologisme qu'on a imaginé pour essayer de mettre tout ce qu'on veut intégrer comme valeur dans l'alimentation de demain. Donc savourable, ça veut dire sain, savoureux, accessible et durable. Voilà. Et pour ça, on a trois pôles. Tu peux rester là, c'est très bien. Un pôle animation, ça c'est notre cœur de métier. On va faire de l'animation tout public. Alors au départ plutôt de l'animation d'éducation au goût
Il y a l'éveil sensoriel, parce qu'on valorise beaucoup le plaisir comme un moteur de choix alimentaire. Et après 25 ans d'expérience, on a développé un pôle formation pour transmettre un petit peu toutes les compétences et outils qu'on a pu tester sur le terrain. Et de plus en plus, depuis quelques années, avec notamment l'émergence des plans alimentaires territoriaux, que peut-être certains d'entre vous connaissent, on fait également de l'accompagnement de territoire sur les sujets liés à l'alimentation et à l'alimentation savourable, pour aller encore plus loin que durable. Voilà, donc ça c'est pour l'association. Comme je vous le disais, nous, on prône le plaisir comme un moteur de changement, de choix alimentaire. Disons qu'on est des militants du plaisir. On va essayer d'accompagner les mangeurs à remettre du sens dans leur assiette de façon très participative, avec une approche plutôt issue de l'éducation populaire, de faire avec les gens, de leur proposer des temps de réflexion et d'échange autour de l'alimentation. Et dans le cadre de notre activité, du coup, je vais vous présenter un projet plus spécifiquement, en 2017, on a participé à un projet qui s'appelait Test in Five, dont le chef de file était la ville de Lille. Mais on était un partenaire associé à ce projet. On a été chercher un financement européen assez conséquent qui nous a permis de créer un lieu qui s'appelle la cuisine commune. Et pour cela, il y a eu une phase très importante qui s'est appelée l'avant-goût de la cuisine commune. Donc, vous voyez un peu quelques images où on a pu du coup préfigurer ce lieu définitif de la cuisine commune qui est en fait une cuisine partagée mise à disposition des habitants et des structures des quartiers, du territoire plus largement, même de la métropole, mais avec un souhait et une attention particulière de bien s'inscrire dans le quartier dans lequel nous sommes implantés. C'est un projet qui existe et qui a été mis en place dans le cadre d'un gros projet de rénovation urbaine où on occupe une ancienne friche industrielle qui est en pleine réhabilitation. Il y a 25 hectares qui sont en train d'être complètement réhabilités. Donc l'idée, c'était de prendre et de mettre l'alimentation comme un bon moyen de mobiliser les habitants historiques du quartier dans ce projet, de recréer du lien social, mais travailler aussi à l'accessibilité alimentaire et aussi à la sensibilisation à l'alimentation savoureuse. Donc, on a pu préfigurer ce projet pendant 3 4 ans et au lieu de donner naissance à juste à Cuisine Commune, ça a donné naissance à un projet qui s'appelle Chaud Bouillon. Je peux passer à la diapo suivante. Alors oui, ça c'est quelques chiffres liés à la phase de préfiguration qui a duré de 2017 à 2021. Et où vous avez vu, on a pu toucher pas mal de monde. C'est bon, je peux vous passer, je vous partagerai certainement ces informations. Je n'ai que 10 minutes. Voilà, donc ça c'est les valeurs, les objectifs du projet. Comme je vous l'ai dit, travailler sur l'inclusion des habitants dans un gros projet de rénovation urbaine, sur la solidarité et l'accessibilité à une alimentation de qualité, savourable. Euh, Travailler beaucoup autour de la transmission, de la valorisation des savoirs et savoir-faire, c'est-à-dire qu'on va jamais expliquer comment il faut manger ou cuisiner, mais plutôt essayer de partager des moments pour valoriser l'échange entre pairs. Et voilà. Et par ce biais-là aussi sensibiliser à cette alimentation qu'on appelle nous savourable. Donc 2021, c'est l'ouverture de Chaud Bouillon. C'est un grand espace qui accueille la cuisine commune, donc cet espace de cuisine partagée, mais également une cuisine professionnelle. Je peux passer à la diapo suivante. Une halle gourmande, et une ferme urbaine où on va sensibiliser à l'agriculture en milieu urbain. Donc ça, c'est tout l'espace et on essaie de travailler tous ensemble. Alors, c'est 4 opérateurs très différents qui portent chacun des projets. On est plutôt en mode un peu tiers-lieu et on a une gouvernance partagée qui se structure et se renforce encore chaque jour. Voilà. Je vais du coup m'attarder un petit peu plus sur, ça c'est un peu les liens entre les différents projets, l'écosystème de Chaubouillon avec les 4 briques dont je vous ai parlé. Euh, voilà. Et la cuisine commune, donc, qui est cet espace que vous voyez sur les photos, qui est une cuisine partagée, qui a été imaginée et co-construite du coup avec les usagers et les structures qui, pendant toute la phase de préfiguration. Et donc, on a un espace de plus de 120 mètres carrés où
On a une très belle cuisine. Alors, je vois que les photos sont mélangées. Non, ça va. Tout va bien. On a une très belle cuisine qui permet de mettre des ateliers en place à 15-20 personnes où on vit des ateliers cuisine qu'on peut voilà, où on apprend des choses qu'on peut renouveler facilement à la maison. L'idée, c'est vraiment de rendre accessible, de favoriser plutôt les échanges, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une ambiance décontractée et conviviale, avec accolé à ça un espace ressources qui permet d'approfondir un peu nos connaissances sur tout ce qui est alimentation, espace ressources pédagogiques, ludiques, documentaires, un espace enfant qui a été imaginé aussi pour permettre aux parents qui n'ont pas des moyens de garde de pouvoir venir quand même à des ateliers de cuisine, et donc les enfants ont un espace un peu sécurisé où ils peuvent aussi imiter les grands avec plutôt de la dinette et des choses comme ça, même si on a des ateliers enfants au sein de la cuisine également. Et une salle de convivialité un peu modulaire où on peut du coup partager les repas et déguster tout ce qu'on aura préparé en cuisine. Et aussi également, pourquoi pas, organiser des temps de formation, des temps de projection, débat. Voilà, c'est un espace un peu modulable. On a imaginé juste accolé à cette cuisine partagée. Voilà. Donc cet espace, il est mis à disposition gratuitement des structures et habitants du territoire. Il est porté par le CCAS de la ville de Lille. Donc c'est eux qui en ont la gestion, qui signent le bail. Voilà. Un bail à titre gratuit, c'est financé dans le cadre du projet global de Chaubouillon. Et nous, l'essence du goût, on est conventionné avec le CCAS pour co-animer cet équipement. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est cette expérimentation d'une coopération entre une collectivité et une association pour animer un lieu un peu ouvert, un peu hybride. Et on fait ça depuis 2019 maintenant, et ça marche très très bien. On a une complémentarité assez forte en termes de structuration. On a un CCAS assez important de la ville de Lille, qui est une collectivité robuste qui peut porter un équipement de ce type-là et qui a aussi du personnel qui peut en assurer la gestion, l'intendance, la communication, etc. Et nous, une petite association qui spécialisée dans les projets autour de l'alimentation avec une approche très spécifiques qui venons plutôt animer un réseau d'acteurs, proposer des actions, aller chercher des financements complémentaires pour animer ce lieu, cet équipement. Et, euh, et voilà, on vit une coopération heureuse depuis déjà 5-6 ans. Et on invite tout le monde à tester aussi ce type d'échange. Voilà, je sais pas combien de temps il me Ah, reste. merci. En tout cas, on est juste voilà dans le timing. Hervé, si tu veux Donc les peut-être trois dire clés une de dernière réussite, ouais. chose. Mm. Voilà, bah, la petite conclusion pour essayer de recentrer un peu tout ce que j'ai raconté. La réussite de ce projet, parce que ce projet marche très très bien. Aujourd'hui, on a 450 ateliers par an, on touche 6000 usagers à l'année, on a 120 partenaires. Et donc, ça a été pour moi la phase de préfiguration, prendre le temps de réfléchir, de tester, d'imaginer les choses avec les personnes concernées sur un territoire. Ça a été très, très, très important, je pense, dans la réussite de ce projet. Ce partenariat innovant dont je vous ai parlé avec le CCS de la ville de Lille, qui a été imaginé un peu à cause de contraintes, mais qui aujourd'hui fait ses preuves. Et surtout la coopération entre acteurs, parce que aujourd'hui on est dans un projet chaud bouillon où on coopère très bien avec les quatre briques, mais on est aussi dans un environnement un peu plus large, où on coopère avec tous les acteurs du territoire proche, où il y a beaucoup d'acteurs de l'ESS, notamment en face de chez nous, un tiers-lieu qui s'appelle La Loco et qui est un espace de travail partagé pour les acteurs de l'ESS, mais aussi avec tous les acteurs économiques du territoire où on invente des nouvelles façons de faire ensemble. Voilà. Et un message, ne pas hésiter à travailler dans la sincérité et la résilience aussi, prendre le temps, pas vouloir aller trop vite. Il y a des choses qui se passent malgré nous quand on est patient et résilient. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long. Merci Hervé, c'est parfait. Donc, bah, comme annoncé, maintenant, on va
écoutez, Olivier. Donc, Olivier, je te demande juste le temps de m'organiser pour partager ta présentation. Bonjour à toutes et tous. Alors, j'arrive pareil, hein, je vais mettre le début du diapo. Juste un petit instant. Est-ce que c'est bon pour vous au niveau du diapo? Ça arrive, c'est bon. Eh ben, Olivier, 10 minutes aussi pour que tu puisses nous expliquer les tables nantaises. C'est Et, parti. et Eh tu me bien, dis pareil quand je dois passer les diapos. ouais, juste ici, un petit troupeau de vaches nantaises sur la commune de Saint-Herblain avec une animation avec une classe élémentaire pour planter le décor. Voilà, je te laisse passer à la suivante. Alors nous, on s'est positionné sur un mode d'agriculture qui correspond plutôt à la photo de droite, une vache avec un veau dans un pré avec des fleurs, et on n'est pas tout à fait sur le modèle que certains veulent nous imposer et qui risque de nous arriver avec le prochain marché avec l'Amérique du Sud où on peut avoir des fermes où il y a plus de 10 000 bovins qui sont entassés dans des grands champs qui sont même pas d'herbe. Voilà. Nous, les tables nantaises. Donc, c'est un projet qui est né à l'initiative des éleveurs de vaches nantaises. La vache nantaise étant une race locale à faible effectif qui a failli disparaître dans les années 80. Aujourd'hui, on arrive à 1000, 1700 femelles à peu près. Donc, on peut dire qu'on est sauvé, mais on reste toujours vigilant. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir la dynamique que l'on a. On est sur une trentaine d'installations ou de créations d'ateliers en vache nantaise depuis 2020, grosso modo, avec 60-70% de jeunes qui s'installent qui sont non issus du milieu agricole. Et on arrive à un bon tiers de femmes qui s'installent aussi. Donc soit qui s'installent complètement en vache nantaise, soit c'est un atelier qui vient compléter une production de légumes, de vignes, de céréales ou d'autres ateliers de production animale comme des moutons ou des poules pondeuses. On est donc sur des modèles de ferme en agriculture biologique. Pour la grande majorité, on doit être à 95%, 97% de fermes en bio et toutes celles qui sont constituées ces dernières années sont en bio. Et donc on a imaginé, ouais, je peux te laisser, si tu peux revenir juste sur celle d'avant. Euh, on a imaginé cette ferme euh, pour montrer ce que c'est que l'élevage durable, pour aussi travailler sur l'alimentation locale et la protection de l'environnement. Les trois sont vraiment liés. C'est une ferme les premiers animaux sont arrivés sur la métropole de Nantes en 2020. Et on a une association qui porte le volet pédagogique et une société coopérative qui porte l'élevage. Là, je veux bien que tu passes à la prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, sur ce territoire? Nos objectifs premiers, le premier objectif, c'était vraiment d'aider les jeunes à s'installer. Et donc, cette ferme, c'est une sorte de, de ferme tampon, de ferme vivier qui nous permet d'accueillir tous les animaux qui sont à vendre et qui ne trouvent pas preneur dans dans le pas de temps imparti, qui trouvent pas preneur auprès de jeunes. C'est aussi de créer des vocations. On s'est rendu compte dès les premiers jours, où on a mis des vaches en ville, qu'il y avait un attrait pour les citoyens nantais. Et comme je le disais tout à l'heure, la majorité de ceux qui s'installent aujourd'hui en vache nantaise, mais c'est aussi vrai pour toutes les productions en agriculture biologique, la plupart sont non issus du milieu agricole. Et la ville
de Nantes étant la troisième, enfin Nantes étant la troisième métropole, la trois ou quatrième métropole, non, je dis une bêtise, là ça doit être la sixième, mais c'est la plus grande métropole du Grand Ouest. On trouvait intéressant de s'installer en ville, même si ça a des contraintes par ailleurs, mais pour montrer ce que c'est vraiment que l'élevage et faire comprendre aux jeunes, même s'ils ne sont pas du milieu agricole, demain ils peuvent prétendre à s'installer en élevage ou en maraîchage, ou nous on utilise la vache nantaise pour parler de l'agriculture en général. C'est aussi pour valoriser des territoires. On est sur un territoire où il doit y avoir 50% des prairies qui sont en zone humide. Donc c'est important de les protéger. Et on montre vraiment le lien, nous, on sensibilise les gens à la relation entre l'élevage durable, la protection de la biodiversité et de l'environnement, et puis une alimentation saine. Et notre ambition, c'est de devenir le premier démonstrateur d'élevage bovin durable en race locale en France. Voilà. Laurie, mais si tu veux changer. Aujourd'hui, on pâture un peu plus d'une centaine d'hectares. On est répartis sur 8 sites de la métropole. On a une trentaine d'animaux en propre, mais on en prend en pension à quelques éleveurs partenaires quand on a besoin. Et c'est plus de 2000 gamins qu'on a accueillis cette année dans les prés. Nous, on fait très très peu d'animation en, en classe. L'idée, c'est vraiment de faire sortir les enfants de la classe, de les faire marcher un peu dans l'herbe et de leur montrer ce que c'est qu'une vache. Voilà pour cette slide. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi? Eh bien, je pense que la première chose, c'est qu'on répond à un besoin des éleveurs qui ont besoin de, à la fois les jeunes qui veulent s'installer, qui qui trouvent dans notre démarche une action qui leur facilite l'accès aux animaux. On a par exemple, avant que ce projet soit créé, on a un des anciens présidents là qui a mis plus de 10 ans à constituer son troupeau de vaches nantaises. Euh, on répond aussi à un besoin, nous, les animaux qui passeraient pas qui seraient pas vendus pour des installations, sont vendus à une filière qu'on a créée depuis 3 ou 4 ans aussi. Une filière, on est inscrit dans le PAT de la métropole. Aujourd'hui, on fournit 25-30 restaurants sur la métropole et un peu au-delà. Et on fournit aussi 25 restaurants euh, collectifs, alors soit des écoles, des collèges ou des EHPAD. Ce qui fait que on a on rassure aussi les jeunes qui veulent s'installer en leur proposant et en leur assurant un prix d'achat et des volumes, euh, sachant que en race locale, la plupart du temps, les modes de commercialisation classiques, c'était plutôt la vente directe, mais la vente directe, ça demande de l'énergie, ça demande des compétences. Et donc là aussi, ça vient simplifier le fait d'avoir créé une filière, ça vient simplifier euh, la démarche d'installation. Et puis pour les collectivités, ça vient remplir les, les besoins en lien avec notamment la loi Egalim. On répond aussi à un besoin de l'enseignement, alors pour les tout petits ou pour les plus grands, pour l'enseignement professionnel agricole, mais aussi hôtelier. Euh, et puis plus globalement, en participant à créer des vocations, on répond à une politique nationale pour lutter contre la crise de la démographie agricole et aussi la perte de biodiversité. Euh, il y a une mobilisation générale localement du monde paysan, des collectivités, des acteurs de l'alimentation. Nous, on est
en lien donc avec les collectivités aussi avec les PAT, mais aussi avec des associations comme Slow Food. Et puis on est soutenu par toutes les associations de protection de l'environnement. On a la LPO Bretagne Vivante comme membre. On travaille avec WWF pour lever des fonds. On bosse aussi avec Greenpeace. Puis on est sur un territoire favorable à l'élevage, puisque comme je le disais, il y a plus de 50% de zones humides. Euh, et puis on est la plus grande métropole du Grand Ouest. Dans les freins, c'est les clivages agricoles très très forts qu'il y a depuis 2 ans là. Il y avait des tensions avant, mais là c'est vraiment très compliqué. Ça se traduit par une baisse des financements à la fois en agriculture biologique, à la fois vers l'éducation, à la fois vers la protection de l'environnement. Donc nos trois piliers. Donc voilà, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais qu'on cherche des solutions. Et puis l'instabilité politique, mais là c'est tout le monde est enfin subit un peu toute cette instabilité et ces problématiques de financement. Voilà pour nos facteurs de réussite et les freins que nous avons rencontrés. Si tu veux bien changer de slide. Voilà nos perspectives pour 2026 et à suivre. C'est d'essayer d'être reconnu entreprise solidaire d'utilité sociale, éventuellement reconnu d'intérêt général pour l'association. Et si on trouve les financements, c'est de pouvoir montrer et démontrer notre travail en mettant en place une comptabilité euh, triple capital, donc la socio-environnementale, qui prenne en compte euh, toutes les externalités positives ou négatives. On développe aussi un programme de portage de ferme avec cheptel. Alors ça se fait pas encore beaucoup et donc là c'est dans le cas on élargit nos missions et dans le cas de cessation d'activité, euh, quand l'éleveur n'a pas trouvé de repreneur, on peut nous prendre en charge le troupeau, la ferme et par un système d'accompagnement et de formation, essayer de trouver des repreneurs. Là, c'est le cas. On est en train de travailler sur une ferme là de 150 hectares sur des zones humides. Et puis, on cherche à diversifier nos financements, notamment pour construire un bâtiment d'hivernage avec avec le lycée agricole de Saint-Herblain. On a la chance d'avoir un lycée public euh, agricole sur la métropole, mais qui jusqu'à présent ne formait pas véritablement à l'agriculture, il s'orientait plutôt sur le paysage et l'agroalimentaire. Depuis qu'on a lancé ce projet, ils ont eu l'autorisation d'ouvrir un bac pro qui fait le plein depuis 4 ans maintenant. Ils ouvrent cette année un BTS et l'année prochaine un bachelor. Donc ça va être plus d'une centaine de jeunes non issus du milieu agricole et urbains qui rentrent dans des filières agricoles. Et là, en discutant avec les premiers bac pro qui ont eu enfin qui passaient leur diplôme, sur la quinzaine d'élèves, il y en avait 5 qui avaient déjà des projets d'installation euh, dans différentes filières, mais euh, donc ça montre l'intérêt d'aller chercher les paysans, les futurs paysans là où ils sont aujourd'hui. Et puis avec WWF, on est en train de faire une campagne de levée de fonds, à la fois pour créer un démonstrateur et financer notre bâtiment, et aussi pour mettre en place des PSE, des paiements pour services environnementaux. Euh, voilà, je pense avoir dit l'essentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis bon, j'ai été mis sur la case alimentation, mais c'est l'alimentation au sens très large et comment aujourd'hui on fournit, nous, des cantines, des restaurants avec une viande de qualité.
qui émet peu de carbone, voire en capte plus. Nous, dans notre cahier des charges, les éleveurs ont décidé d'inscrire l'obligation de faire des bilans carbone, et pour les meilleurs, ils captent jusqu'à 4 kilos de carbone par kilo de, de viande produite. Euh, on s'est imposé aussi de mesurer l'impact sur la biodiversité. Donc, dans le cahier des charges, il y a des bilans biodiversité sur les fermes. On va lancer une étude sur la qualité de la viande. On sait que on a des meilleurs rapports oméga 3, oméga 6 par exemple. Donc on peut aussi considérer en mangeant un peu moins de viande, on est aussi bien nourri. Euh, voilà. Mais pour travailler sur l'alimentation, il faut aussi travailler sur la création de vocations, la transmission des fermes, pour que demain on ne soit pas obligé de s'approvisionner ailleurs, très très loin. Voilà pour moi. Mais- J'espère que j'ai été assez ouais. clair. Tu peux peut-être Bah, passer juste la dernière ouais, slide ouais, au ouais. cas où Attends. les gens veulent Hop. les Oh, coordonnées. merci Olivier. Bah, de toute façon, il y a les questions pour clarifier éventuellement des points qui n'auraient pas été peut-être clairs ou simplement poser des questions. Donc, je me permets d'arrêter le partage, c'est juste pour avoir accès, moi, ensuite, éventuellement au chat. Hop. Je ne sais pas si des questions ont été posées dans le chat. Alors, on a Adeline. Je vais prendre dans le sens qu'il y avait une question. Adeline, peut-être vous pouvez poser votre question que vous avez mise dans le chat. Je me permets, à haute voix. Adeline n'est pas là. Alors, je ne crois pas avoir posé de question, mais ma collègue qui est juste à côté de moi en a une. Ok. Bonjour, Laurent Gantois. J'aurais une question à l'attention de Monsieur Paressant, parce que du coup, je travaille à l'agence de l'eau Reimeuse, donc à l'autre bout de la France. On a un programme de soutien aux élevages à l'herbe, entre autres. Mais moi, ma problématique, c'est que en charge du volet restauration et de la loi Egalim, je peux pas valoriser les éleveurs qu'on accompagne par le biais des financements de l'élevage à l'herbe, parce que ça rentre pas le critère de proximité dans la loi Egalim. Enfin, et en termes de marché public, j'ai aucune justification pour m'orienter davantage vers ces éleveurs-là. Alors vous, vous êtes en bio, donc vous avez un petit avantage supplémentaire. Élevage à l'herbe et bio, c'est pas une obligation d'aller de pair, mais est-ce que vous avez des tips ou comment vous vous y prenez pour réussir à faire acheter, enfin, à avoir des marchés avec des écoles ou des collectivités pour le rachat de vos produits? Je ne sais pas si j'ai été claire. Si, si, tout à fait. Alors, ben nous, on a la chance d'avoir une collectivité sur la métropole là, qui est très très engagée. La métropole est même au-delà de la métropole. Donc, on n'a pas trop de soucis à rentrer dans les collectivités, dans les restaurations collectives. Euh, Ça nous permet d'ailleurs, parce qu'il y a toujours avec les bovins, il y a toujours la problématique de l'équilibre matière. Il y a toujours des morceaux, si je schématise, à cuisson rapide, qui vont être dirigés vers la restauration commerciale. Et puis souvent, on se retrouve avec les morceaux à bourguignon, etc. Les jarrets, on ne sait pas toujours quoi en faire. Et par contre, ça, c'est euh, c'est demandé par la restauration collective. On a aussi sur la métropole le mine de Nantes, qui est le deuxième mine de France, avec un des acteurs qui s'appelle Berjac et qui euh, a transformé, enfin fait agréer son atelier de transformation en bio. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous, c'est un peu plus facile de toucher les collectivités, les cantines, parce qu'on a l'étiquette bio qu'on n'avait pas il y a encore 8-10 mois. Euh, Par contre, il y a un projet qui nous a inspiré dans l'organisation de nous, notre projet, les tables nantaises. C'est
le projet Terre des Sources sur Rennes Métropole. Rennes Métropole qui a une grosse problématique de pollution de l'eau, des nappes phréatiques et notamment par l'agriculture. Euh, et donc eux, ils ont créé une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, qui regroupe l'ensemble des producteurs du bassin rennais qui veulent s'engager dans des démarches vertueuses. Et l'agence de l'eau du bassin rennais rémunère les éleveurs, les céréaliers, etc., pour s'engager vers des démarches vertueuses, idéalement vers le bio. Et en contrepartie, euh, la métropole facilite l'accès au marché public, notamment par la création de cette SIC. Et donc même entre guillemets un petit producteur de lait qui transforme quelques yaourts peut en vendre une partie à- aux, aux cuisines. Et bah, ça sera fléché peut-être que vers une petite école qui fait quelques couverts, mais en tout cas, ça ouvre des portes et ça sécurise un marché. C'est aussi l'idée de, voilà, de garantir un prix, garantir des volumes, et notamment quand on cherche à installer des jeunes ou à sécuriser des modèles. On voit bien en ce moment là, le bio, c'est compliqué. Notre viande, elle est moins chère que la viande en conventionnel. Alors, ce qui facilite paradoxalement aussi notre entrée dans les cuisines collectives. Mais allez voir le projet Terre des Sources. C'est un super projet très inspirant qui répond à la fois à la qualité de l'eau sur les territoires, euh, au maintien de l'agriculture et d'une agriculture durable qui va préserver l'environnement. Alors, Et, Merci. et ouais. ils ont joué, juste pour terminer, pour justement avec les histoires de... On peut pas privilégier la proximité. Dans le cahier des charges, la métropole de Rennes impose que les fournisseurs soient capables d'accueillir sur leur ferme des classes. Donc, le producteur polonais ou argentin va avoir un peu de mal à, à répondre à cette donnée. Merci. Merci. C'est le biais qu'ils Merci, ont utilisé. Olivier. Alors, il nous reste 5 minutes. Rapidement, il y a deux questions que je vois. Je pense que c'est pour vous, Olivier, mais Christelle pourra nous préciser. On vous demande si vous collaborez avec Terre de Liens et si vous pouvez approfondir le sujet de la captation du carbone par les éleveurs. Donc, assez rapidement pour voir s'il y a des questions ensuite pour Hervé, Alors peut-être. oui, on travaille avec Terre de Liens, notamment sur la transmission des fermes et celle qu'on est en train de prendre en portage. Peut-être que on est en train de voir là, c'est peut-être Terre de Liens qui va acheter les terrains, mais ça peut être aussi la LPO ou voire le conservatoire des espaces naturels. Là, ils vont se débrouiller entre eux, mais en tout cas, il y aura quelqu'un qui va sans doute acheter ça. Sur le volet du carbone, nous, le fait qu'on soit alors, en bio, plutôt en extensif avec une race très rustique, les bilans carbone qu'on a fait montrent que on capte énormément de carbone sur les prairies naturelles et les prairies humides. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, pour les meilleurs d'entre nous, des bilans carbone qui sont positifs. Et pour les autres, la plupart sont à l'équilibre. Je ne sais pas si ça répond pleinement à... Et on utilise, et alors il existe deux modèles de bilan carbone, des chambres d'agriculture et celui de l'INRA, et nous, c'est, non, et celui de Solagro, et nous, je crois que c'est des chambres qu'on utilise, c'est Cap 2R. Il y a, il y a une question encore pour vous, Olivier. Et après, je vois que Mathilde lève la main. Je vous passerai la main, Mathilde. Est-ce que vous pouvez préciser la levée de fonds avec WWF? Oui, euh, WWF, comme toutes les associations de protection de l'environnement, ont compris déjà depuis quelques années maintenant que pour sauver la biodiversité, et notamment en milieu agricole, ce qu'il fallait, c'était sauver l'élevage. Aujourd'hui, il y a un paysan sur deux là qui va partir en retraite dans moins de 10 ans. Quand il y a deux fermes qui arrêtent, il y en a qu'une seule qui est reprise.
L'autre, ça part à l'agrandissement, ça s'accompagne souvent d'arrachage de haies, de drainage, etc. Donc on perd beaucoup en biodiversité sur les fermes qui sont reprises. Et donc avec WWF, on a monté un projet euh, sur la transmission des fermes et comment favoriser la transmission des fermes. Et donc là, on est en train de finaliser cette levée de fonds. Il y a déjà des fondations comme la Fondation Carasso qui se sont positionnées et puis aussi des fonds d'investissement orientés vers le développement durable. Euh, voilà. Mais par contre, j'ai pas de date encore du lancement officiel de, de la levée de fonds. Ils sont en train de travailler, les petits pandas. Merci. Mathilde, vous vouliez intervenir? Oui, alors j'étais en train d'écrire en me disant que si jamais j'avais pas le temps, je voulais juste noter enfin, la question ou la remarque. Alors moi, c'était plutôt par rapport à la présentation qui a été faite par Hervé. J'ai trouvé ça vraiment très, très inspirant et très chouette ce lieu et cette action. Donc déjà, c'était la première remarque. Et la deuxième chose, c'était, est-ce que vous avez évoqué quatre acteurs, mais alors j'ai pas compris si c'était quatre acteurs à animer le lieu ou quatre acteurs dans la préfiguration. Et si quatre acteurs à animer le lieu, est-ce que vous vous êtes répartis avec certains qui sont sur la vente, certains qui sont sur les ateliers de sensibilisation. Donc, voilà, comment ça fonctionne de manière opérationnelle, parce que j'imagine que c'est pas simple si vous êtes plusieurs acteurs, plus le CCAS, plus tout ça. Voilà, ça doit être une petite logistique. Hervé, en une Déjà, minute. ouais, en 1 minute chrono. Même moi. Déjà, merci de l'intérêt pour le projet. En effet, alors j'ai parlé de 4 briques. En effet, il y a la cuisine partagée qui est animée par le CCAS et nous-mêmes. Il y a la cuisine professionnelle qui est mise à disposition aussi de porteurs de projets autour de l'alimentation qui veulent se lancer dans une activité qui ont du coup accès à un équipement plus professionnel pour tester leur activité. C'est un incubateur en fait, qui accueille aussi des projets de solidarité, là, qui est animé par une association qui s'appelle La Table Citoyen. Donc ils ont leur propre modèle économique sur cet équipement, modèle associatif plutôt. Il y a la Halle Gourmande qui est un grand espace d'accueil plutôt, c'est le lieu un peu culturel et festif de l'équipement qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes. Là, qui est animé par une entreprise qui s'appelle Petit Bouillon. Et donc, eux, ils sont chargés de mettre en place une programmation culturelle et de conventionner avec des restaurateurs pour proposer une offre alimentaire. Et puis, il y a un équipement qui est la ferme urbaine, et donc là, qui est animé par une autre association qui s'appelle l'Ilotopia, et donc qui fait de la sensibilisation à la production en milieu urbain sur des petites surfaces hors sol, etc. Et donc, en effet, on est pas mal d'acteurs sous la marque Chaud Bouillon qu'on porte chacun, avec des valeurs assez fortes qu'on a définies ensemble. Et donc, on a un gros travail, en effet, autour de la gouvernance partagée de cet équipement mais aujourd'hui, on sent que c'est cette partie-là qui est la plus dure à animer parce que c'est pas là où on arrive à trouver des financements, que chacun des acteurs, des porteurs a ses propres contraintes et difficultés pour animer déjà son projet et que en prendre davantage pour le projet collectif, c'est toujours le plus compliqué, ce qui passe en dernier. Donc, voilà, donc aujourd'hui, on cherche des solutions aussi. Et nous, comme on est une association un peu enfin, on est un petit peu sur le côté, c'est-à-dire qu'on gère pas l'équipement directement, on conventionne avec le CCAS et qu'on est là depuis le début du projet aussi. On est en train de se positionner aussi comme potentiellement un acteur qui pourrait animer cette gouvernance partagée. Et donc, on cherche des financements, on a des pistes. Et dès qu'on en aura trouvé, on essaiera de travailler à ce sujet-là qui est assez complexe, en effet.